la paix, par la paix. Si, vous m'entendez? Je suis pas bonsoir à tous et merci d'être là pour la troisième conférence organisée par le Club Polyers et les responsables des DRS de Polytech. Alors juste un petit peu avant d'introduire Lola et la conférence, moi je voulais juste vous parler du club. Le Club Polyers, c'est un club qui dépend du BDE, qui a pour vocation de sensibiliser les étudiants à tout ce qui est développement durable, transition écologique, responsabilité sociétale. Alors ça on le fait par des conférences et par des projections débats ou par des projets qu'on mène et qu'on a menés jusque-là. Par exemple, on a créé un éco-guide l'année dernière, enfin qui est sorti cette année, pour les étudiants montpelliérains. On en est assez fiers, il a fait pas mal de bruit. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Sinon, par exemple, le 16 mars, pour la journée, enfin une journée internationale pour le climat, plutôt un week-end, je crois, c'est le week-end entier. Nous, le 16 mars, on va organiser tout un projet de nettoyage d'un tronçon du Lez. Et c'est un énorme projet qui a été mené par finalement peu d'étudiants et qu'on aimerait beaucoup mettre en valeur parce qu'on y a donné beaucoup de force. Et voilà, qui suivra par des stands d'information, sensibilisation avec un apéro-concert. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu. Notre but principal étant de sensibiliser les gens de l'école, mais aussi notre entourage, donc ça peut s'étendre à l'UM ou à d'autres écoles. Donc voilà, pour la petite présentation. Je laisse Océane s'introduire. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Océane, du coup je suis membre de Polyers. Et du coup, déjà je tenais à vous remercier d'être là aujourd'hui pour assister à la conférence de Lola Guillot, donc qui est doctorante à AgroParisTech. Voilà. Et du coup, la conférence s'appelle Quand on veut, on peut. Donc, comme peut le sous-entendre le nom de la conférence, elle traite de la méritocratie. Du coup, voilà, Polyers tenait à présenter cette conférence aujourd'hui parce que c'est un sujet qui concerne tous les étudiants. De savoir est-ce que vraiment on a tous les mêmes chances pour réussir. Et voilà. Après, on est vraiment content aussi de faire cette conférence. C'est une conférence gesticulée. Donc une conférence gesticulée, c'est une conférence qui allie des anecdotes personnelles et un contenu plus universitaire, du coup, je pense que Lola l'expliquera mieux. Voilà. Je tenais donc à remercier Lola Guillot d'être venue ce soir, et aussi à remercier l'administration, les membres des DRS et l'équipe Polyers qui nous ont soutenus pour plein de choses. Et aussi beaucoup Diego qui m'a aidé à organiser cette conférence. Donc voilà, merci. Bonne soirée. Merci de m'accueillir ce soir. C'est la première fois que je fais la conférence avec un micro main, donc on va voir comment ça se passe et dites-moi aussi si des fois je parle trop loin et qu'on n'entend plus rien. Alors moi, je voulais commencer par vous prévenir que à la base, je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise en public. En fait, c'est même quelque chose qui a tendance à m'angoisser complètement. Et alors, bon, ma conf, elle est sortie fin 2016. À force de la jouer, maintenant, j'arrive à faire semblant d'être à l'aise. Et ça se voit plus trop, ça dépend, des fois un petit peu. C'est un peu le suspense chaque soir. En fait, ce qui se passe, c'est que ça m'angoisse tellement que mon cerveau, il capte un peu tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, si vous vous mouchez, si vous fermez un livre, si vous arrivez à un autre moment, je vois tout et du coup, ça me perturbe. Et voilà.
Et du coup, je sais que ça se fait pas dans les conférences gesticulées en général, mais j'ai des notes, je le cache pas, hein, j'ai des notes devant moi qui défilent. Et c'est important parce que ça aide mon cerveau à me reconnecter sur l'instant présent et sur ce qui se passe. Et puis en plus, du coup, il y a écrit aussi les moments où je dois boire, parce que sinon j'oublie de boire et je finis complètement desséchée avant la fin. Donc c'est assez vital que je regarde ces notes en tout cas. C'est vrai qu'en tant que femme, on est statistiquement plutôt moins à l'aise en public que les hommes. Il se trouve qu'on nous a élevés, enfin ça a été étudié par des scientifiques, des sociologues, qu'on a tendance à élever les petites filles d'une manière différente des petits garçons, à leur dire de prendre moins d'espace dans l'espace public, même sans le vouloir, voilà, par des choses qu'on a un petit peu intégrées. Et le résultat, il s'observe très facilement quand on regarde les temps de parole dans des débats, dans des conférences, dans des réunions, etc., ou même dans des dialogues entre personnes, quand on a tout. Les temps de parole sont assez différents, mais il y a un truc qui est assez remarquable aussi, c'est que les femmes se font beaucoup plus couper la parole que les hommes. Et moi, je me suis rendu compte que je me suis tellement habituée à ce que on me coupe la parole que quand je me retrouve face à quelqu'un qui me laisse parler jusqu'au bout et tout expliquer, et ben j'ai l'impression qu'il attend que je dise une connerie pour me couper la parole, et du coup j'ai trop peur qu'il me laisse dire ma bêtise jusqu'au bout, et j'ai tendance à m'auto-couper la parole, et voilà. Et du coup, comme là je suis censée parler pendant 2 heures ce soir, sans qu'on me coupe normalement, enfin, si vous avez des questions vous pouvez, mais voilà. Pour le bon déroulement de la conférence, je vais vous demander d'être un public expressif, parce que pour me rassurer, j'ai besoin de voir d'avoir des signes d'approbation un petit peu du public. Et du coup, je vais vous demander de sourire si vous êtes heureux d'être là. C'est bien, il y en a qui ont compris. De rigoler bien fort si vous trouvez ça drôle. Et puis de hocher la tête si vous êtes d'accord. Voilà. C'est bon ? Ouais, ok. Je vois qu'il y en a qui ont compris les bases de la conférence, ça devrait bien se passer. Alors pour éviter d'avoir trop parlé au début, le temps que je me détende un peu et que ça se passe mieux, je vais commencer par vous montrer une petite vidéo. Alors moi je suis passionnée de danse, alors je vais vous montrer une vidéo de danse. Alors c'est une vidéo de danse classique. Moi j'ai jamais fait de danse classique, j'ai plutôt fait des danses qui se passent autour du bassin. À 13 ans, j'ai commencé la danse orientale parce que j'étais fascinée par toutes ces danses-là. Mais là, rien à voir, c'est une vidéo de danse classique, c'est une publicité en fait où on voit Misty Copeland. Alors Misty Copeland, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la première femme noire américaine à avoir obtenu l'équivalent de danseuse étoile aux États-Unis. Et en fait, quand on lit son autobiographie, on se rend compte à quel point elle s'est confrontée à... Enfin, le milieu de la danse classique, on sait que c'est un milieu où il y a énormément de normes sur les corps, voilà, on le sait, quoi, en tout cas quand on veut en faire son métier. Et elle s'est confrontée en plus à énormément de normes racistes, notamment, on lui a dit, écoute, dans un ballet, il faut qu'il y ait une uniformité, donc il faut que toutes les ballerines, elles se ressemblent, qu'elles aient un peu le même corps et tout ça, donc s'il y a une femme noire au milieu de blanche, ça fait un peu tâche, donc désolé, voilà. Et puis, il y a aussi des rôles de solistes en danse classique, mais on lui a dit des choses comme donc le lac des cygnes, si vous connaissez, il y a le cygne noir et le cygne blanc. On lui a dit le cygne blanc dansé par une femme noire, ça ne le fait pas, quoi, alors que le cygne noir a toujours été dansé par des femmes blanches et ça n'a jamais posé de problème à personne. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on regarde la publicité et puis on en rediscute après. Chère candidate, nous vous remercions d'avoir soumis votre candidature pour joindre notre académie de ballet. Malheureusement, vous n'avez pas été sélectionnée. Vos pieds, tendons d'Achille, en dehors, hauteur de torse et buste, ne sont pas appropriés au ballet. Vous n'avez pas un corps de ballerine, et à 13 ans, vous êtes déjà trop âgée pour être admise.
sais pas si tout le monde parle anglais ici, mais bon, ce slogan, I will what I want, en français, on a un peu l'équivalent. C'est voilà, je deviens ce que je veux, donc quand on veut, on peut, c'est un peu le même esprit. Et je sais pas si elle vous fait réagir cette vidéo, mais par rapport au contexte que je vous ai donné, bah, ça dit juste que voilà, elle était pas reçue au début, mais elle s'est beaucoup battue et finalement, grâce à sa force, elle a fini par y arriver. Et donc du coup, bah, voilà, avec la volonté, on peut arriver à tout dans la vie. Ça dit pas du tout qui décide des critères, pourquoi ils sont décidés comme ça. Si on se rend compte qu'à la base, elle avait été rejetée, alors qu'on se rend compte plus tard que c'est une bonne danseuse, bah, finalement, c'est qu'il y a peut-être un problème dans le système de sélection. Ça ne dit pas combien de danseuses potentiellement talentueuses ont abandonné et auraient pu aussi faire une grande carrière. Ça ne dit pas pourquoi elle a dû en chier 10 fois plus que les autres pour y arriver. Enfin, voilà, pour moi, toute son histoire montre qu'il y a un problème dans le système de sélection lui-même. Mais ce que cette vidéo retient, c'est qu'avec la volonté, on peut toujours passer tous les obstacles, quoi. Alors ce slogan, quand on veut, on peut, il est à la base de ce qu'on appelle la méritocratie. Alors la méritocratie, c'est une manière d'organiser les pouvoirs dans la société en donnant les pouvoirs à ceux qui seraient les plus méritants. Alors, pouvoir, c'est au sens large, hein, c'est responsabilité culturelle, scientifique, politique, économique, etc. Donc, pour faire simple, démocratie, c'est le pouvoir au peuple, et méritocratie, donc le pouvoir aux personnes qui le méritent. Et on définit généralement, enfin le mérite peut avoir des définitions assez floues suivant qui en parle, mais souvent, on est assez d'accord pour dire que derrière, il y a l'idée d'un travail acharné, que voilà, quand on travaille beaucoup, on est quelqu'un de méritant. Et notre système universitaire, enfin, après le bac en tout cas, il est basé sur cette idée, et il est couplé à ce qu'on appelle l'élitisme. Alors l'élitisme, c'est des fois un peu confondu, mais c'est plutôt un système scolaire où on va choisir de mettre plus d'argent pour former ce qu'on appelle des élites, qu'on va placer à des postes à haute responsabilité dans la société. Donc on va miser sur la formation de certaines personnes qui auront plus d'importance. Voilà. Donc c'est un choix politique particulier. Et en fait, la méritocratie permet de justifier l'élitisme, puisqu'on se dit, oui, on met plus d'argent pour la formation de certaines personnes, mais comme ces personnes, c'est les plus méritantes, ben finalement, c'est un système qui est, oui, il est inégalitaire, il est assumé inégalitaire, mais il est juste, puisque c'est les plus méritants qui ont accès à plus d'argent pour leurs études. Voilà. Alors, moi, je viens d'une famille très méritante. Mon père, il vient de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous situez un petit peu plus au nord, on va dire. Il a travaillé quand il était jeune sur les marchés pour pouvoir payer son école de photo, parce que sa mère ne pouvait pas lui payer tout seul. Et donc il voulait être photographe, il est devenu photographe. Après 40 ans, il a voulu changer de métier, il a repassé un CAP charpentier, ça a été très compliqué. Parce que financièrement, changer de trajectoire et puis faire de l'artisanat après 40 ans, c'est compliqué. Mais il n'a jamais rien lâché et aujourd'hui, il fait le métier qu'il aime. Et ma mère, elle est comédienne et elle vient de la Courneuve, toujours en Seine-Saint-Denis. Son père, il était ouvrier métallurgiste et sa mère, elle était femme de ménage. Et dans sa famille, le métier de comédienne, c'était un métier qui n'existait pas, enfin qui n'était pas un vrai métier, pas un métier sérieux. Et donc elle s'est beaucoup battue au sein de sa famille pour avoir le droit de faire ce métier-là. Mais en plus, une fois qu'elle s'est retrouvée dans le milieu du théâtre, elle s'est confrontée à énormément de chocs culturels, des gens avec qui c'était compliqué de juste discuter parce qu'ils n'avaient pas les mêmes codes. Voilà. Mais elle n'a jamais rien lâché et aujourd'hui, elle fait le métier qu'elle aime. Et c'est pour ça que je trouve que je viens d'une famille très méritante. Et pourtant, la société leur a pas donné plus de responsabilités, plus de pouvoir ou plus d'argent. Voilà. Du coup, souvent dans les publicités, il faut se méfier des petits astérisques comme ça.
souvent il y a des petites lignes qui sont associées et qui disent un petit peu que ça se passe pas exactement comme on a prévu, comme on pourrait le croire à première vue, quoi. Et je vous propose que ce soir, on décrypte ensemble ces petites lignes. Par contre, on va sortir de la danse et on va parler école d'ingénieur, parce que en plus d'aimer la danse, j'aime les maths, ça arrive. Mais ici, je pense que c'est quelque chose qui se comprend assez bien. Et puis les écoles d'ingénieurs, c'est un système de sélection à part entière qui est aussi très intéressant à étudier. Et je fais ça sous forme de conférence gesticulée. Alors Océane en a un petit peu parlé au début. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà vu, qui voient un petit peu ce que c'est. Non, un petit peu. Alors c'est un mouvement qui vient de l'éducation populaire politique. L'idée, c'est qu'on est tous porteurs d'un savoir, on est tous experts de nos propres vies en fait, et qu'on est tous légitimes à prendre la parole pour expliquer nos savoirs qu'on a acquis au fur et à mesure de notre vie, et surtout qu'on est capable de porter un regard politique sur notre vie, en échangeant avec d'autres personnes sur des études sociologiques, des savoirs scientifiques et tout, et puis en mélangeant un petit peu tout ça, on dit traditionnellement que on mélange des savoirs chauds, donc du récit de vie, et des savoirs froids, des savoirs académiques, et que quand on mélange du savoir chaud et du savoir froid, ça fait de l'orage, pas du savoir tiède. Et donc voilà, l'idée c'est de poser un point de vue politique sur un récit de vie. Et ma conférence à moi, donc il y en a sur tout un tas de sujets, je vous invite vraiment à aller en voir d'autres, c'est assez chouette comme format. Et la mienne s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Former l'ingénieur citoyen de l'association Ingénieurs sans frontières. Parce que oui, on m'a présentée comme doctorante à AgroParisTech, mais je viens surtout en tant que militante Ingénieurs sans frontières. Je ne vais pas parler de ma thèse aujourd'hui, je vais parler plutôt de ce qui m'anime dans ce projet-là. Donc ce projet, j'en reparlerai, mais l'idée c'est de transformer les écoles d'ingénieurs, les formations d'ingénieurs pour faire simple, on y reviendra, mais que les ingénieurs soient formés à être au service de l'intérêt général. Je reste vague exprès parce qu'on précisera ça plus tard. Alors si j'ai choisi ce titre, c'est parce qu'on m'a souvent dit que j'étais l'incarnation de cette phrase, parce que je venais d'une école je venais d'un milieu qui ne me prédestinait pas du tout à faire partie de l'école qui fait rêver beaucoup de grands-mères. L'école polytechnique, donc ça c'est notre uniforme, parce qu'on est une école militaire. Donc à la base elle n'est pas militaire, elle est créée en 1794, on est pendant la Révolution française, et l'idée c'est de sortir d'un système aristocratique où le pouvoir il est donné aux nobles, et là on va instaurer un concours méritocratique où l'idée c'est que chacun se retrouve à égalité, quelle que soit son origine sociale, devant le concours. Alors, c'est quelle que soit son origine sociale, mais c'est pas encore quel que soit son sexe. Il va falloir attendre 1972 pour que les femmes aient le droit de passer le concours. Et en plus, ils n'avaient pas prévu qu'elles réussissent, donc bon, ça c'est d'autres histoires. Mais elles n'avaient pas d'endroit pour se loger, donc des petites histoires. En plus, c'est la majeure du concours, donc bref. Voilà, d'autres histoires. En école d'ingénieur, en France, toutes confondues, on est 29% de femmes. Dans ma promotion, sur 500 élèves, on était 14%. Donc on était plutôt des mauvais élèves, mais c'est vrai qu'il y a les écoles d'agro qui font relever le chiffre de manière un peu, pas artificielle, mais qui sont un cas à part des écoles d'ingé, on va dire. Et donc je disais, Napoléon militarise l'école en 1804, et c'est lui qui va lui donner sa devise qui est encore gravée sur les murs de l'école et qu'on nous apprend en arrivant, c'est « Pour la patrie, les sciences et la gloire ». Donc ça, c'est tout un projet. Voilà. Notre projet. Alors, ok. On va séparer un petit peu l'analyse. Donc on va se demander la méritocratie finalement, qui ça sélectionne et est-ce que c'est vraiment souhaitable? Déjà, est-ce que ça fonctionne? Et même si ça fonctionnait, est-ce que c'est souhaitable?
Et pour ça, on va séparer la phrase en deux. On va d'abord se poser la question de la volonté. Est-ce qu'on a tous la même volonté dans la vie? Est-ce qu'on veut tous les mêmes choses? Et si on se dit, ok, on veut tous les mêmes choses, est-ce qu'on a tous les mêmes possibilités d'y arriver? Voilà, on va essayer de séparer un petit peu les deux, pour le truc un peu carré, ingénieur, tout ça. La première chose que je vais dire, c'est que la volonté et l'ambition, ce sont des choses qui sont définies socialement. Alors, concrètement, oui, ça veut dire que, suivant d'où on vient, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes ambitions, etc. Moi, par exemple, je viens de Montreuil, donc en Seine-Saint-Denis, et j'ai toujours voulu être chanteuse. Et puis au lycée, il y a un moment où j'ai voulu être aussi costumière de théâtre. Et bizarrement, c'est des métiers qui sont dans l'art et l'artisanat, comme mes parents, quoi. Donc c'est des choses que j'avais vues autour de moi et donc qui me paraissaient accessibles. Et si finalement j'ai décidé de faire des maths, c'est parce que j'ai eu la chance que dans mon lycée, il y ait des profs qui montent une association qui nous permettait de faire un petit peu une initiation à la recherche en maths et qui nous ont notamment fait rencontrer des chercheurs. Et alors moi, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un chercheur. Je savais pas que ça existait en vrai. Moi, j'en avais vu que dans les films, ça ressemblait plutôt à ça. Et ouais, pour moi, le chercheur, c'était le mythe du petit qu'on avait repéré à 3 ans, qu'on avait mis dans une école de surdoués, qui avait de la fumée qui sortait de la tête. Pour moi, c'était même pas un métier que j'imaginais comme réel, quoi. Et donc, le fait de rencontrer des chercheurs en vrai, je me suis dit, mais en fait, c'est des gens normaux. Juste, ils sont passionnés, ils ont fait les bonnes études, et puis voilà, quoi. Enfin, et que finalement, pour être un bon chercheur, il ne faut pas forcément être un surdoué, il faut plus avoir très très envie de se poser plein de questions. C'est surtout ça qui détermine la recherche, quoi. Et donc ça a été un premier déclic de se dire, bon, les chercheurs, ça existe, et en plus, ça a l'air chouette ce qu'ils font. Et le deuxième déclic, ça a été qu'en terminale, mon prof de maths, il nous a parlé de géométrie non euclidienne. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ici, sûrement à quelques-uns, mais peut-être pas à tout le monde. Alors, la géométrie euclidienne, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école quand on est petit. La géométrie euclidienne, c'est vous prenez un plan à plat, et vous marchez tout droit, et ça fait une droite. Ouais. Bon, il y a ma nièce qui est au fond, mais ça va bien se passer. Donc, si vous marchez tout droit, vous avez une droite. Et si vous prenez un plan non euclidien, par exemple une sphère, et que là vous marchez tout droit, et bien vous obtenez un cercle. Voilà. Et donc en fait, tout d'un coup, juste vous changez de plan, vous changez d'espace, vous changez de norme finalement, et tout d'un coup tous les objets ont des formes différentes, ont des propriétés différentes. Et moi je me suis dit, waouh, c'est génial parce que tout ce qu'on nous a appris à l'école jusque-là, et ben en fait, c'est faux, quoi. Ça se casse la gueule si on change juste un petit paramètre au début, quoi. Et du coup, je trouvais ça assez fou. Et le prof de maths nous dit, bon, je vous en dis pas plus, ceux qui feront des maths plus tard sauront. Et moi, j'avais envie de savoir la suite, alors je me suis décidée à faire des maths. Et là, la grande question qui s'est posée, c'est que est-ce que je vais en classe préparatoire ou est-ce que je vais à la fac pour faire des maths? Et il se trouve que moi, dans mon lycée, on n'était pas trop encouragés à faire des classes prépa. On nous avait répété depuis longtemps que c'était que pour les gens très très forts, que c'était très très dur et que, en gros, c'était pas fait pour nous, quoi. Et je me suis rendu compte à Polytechnique après que c'est pas du tout les mêmes discours qu'on nous tient que dans des grands lycées parisiens, par exemple, où là, la prépa, c'est la norme, quoi. On dit à tout le monde d'en faire. Et puis, moi, je connaissais en fait qu'une personne qui avait fait une prépa maths que je connaissais. C'était une amie de ma sœur qui avait arrêté au bout d'un an parce qu'elle avait fait une dépression et qu'elle avait pris 10 kilos. Et du coup, je me disais, mais pourquoi les gens font ça? Il y avait quelque chose qui m'échappait et ouais, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans, quoi. Et puis c'est vrai que, en fait, juste suivant d'où on vient, les gens qui nous entourent, les professeurs, les parents, les conseillers d'orientation, ils n'ont pas les mêmes ambitions pour nous. Ils ne nous guident pas vers les mêmes choses, même si on est censé recevoir une même éducation partout pareil. Et encore, ça, c'est juste en théorie, puisque
il y a eu une étude qui est sortie sur le fait que en Seine-Saint-Denis, dans le 93, on a moins d'heures de cours que dans les autres départements, parce qu'en fait, nos professeurs sont plus souvent absents et moins souvent remplacés. Donc, dans un des départements les plus pauvres, on a moins d'heures de cours. En termes déjà d'égalité à la base dans l'accès à l'enseignement, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et en plus, on rajoute à ça que nos professeurs sont plus précaires, qui ont moins de contrats, enfin, ils sont beaucoup plus précaires dans leur statut. Et puis moi, au collège, je trouvais ça génial parce que j'avais pas mal de profs qui étaient jeunes. Je me dis, ah, les jeunes, ils sont dynamiques, ils ont envie d'être là et tout. Et en fait, non, un prof qui est jeune, c'est un prof qui n'a pas choisi d'être là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire, voilà, ça veut juste dire que c'était pas son choix d'être là et qu'il a pris ce qui restait parce que c'est comme ça que ça marche dans l'éducation nationale. Plus on vieillit, plus on a le droit de choisir où on va. Voilà. Je referme la parenthèse sur les inégalités déjà avant. Et donc du coup, moi, comme vous avez dû le comprendre, j'ai choisi d'aller à la fac. Et après, je me suis dit, mais dans quelle fac je vais? J'y connais rien du tout. Je connais personne qui peut m'aiguiller, à part mon prof de maths. Et lui, il nous avait toujours répété que Orsay, c'était la meilleure fac pour faire des maths. Alors j'ai dit, ok, je suis allée à Orsay. Et en fait, il était allé à Orsay. Et s'il avait fait Jussieu, il aurait sûrement dit que Jussieu était la meilleure fac pour les maths. Et j'aurais sûrement fait Jussieu. Tout ça pour vous dire que il y a des choix qui dépendent beaucoup de qui on rencontre et qui sont un peu des hasards de la vie aussi, quoi, qui ne sont pas forcément des choses hyper réfléchies, hyper tracées. Et donc je suis arrivée à la fac et mon projet professionnel, il a commencé à se tracer. Mon projet professionnel, c'est hyper important, on nous en parle beaucoup. Voilà. Moi, la première année, on avait tout un cours sur le projet professionnel, il fallait rendre des choses et tout. Et c'est important de savoir où on va, de tracer sa vie et de surtout pas faire trop de vagues comme ça. Et donc du coup, moi, j'avais bien réfléchi, j'ai eu mon bac à 17 ans, 3 ans de licence. Donc pour faire de la recherche en maths, ça faisait 3 ans de licence, ça faisait 20 ans, 2 ans de master, 22 ans, 3 ans de doctorat, 25 ans, et c'était parfait parce qu'un jour, j'avais lu dans un magazine féminin qu'il valait mieux avoir son premier enfant avant 25 ans pour limiter les risques du cancer de col de l'utérus. Et donc, du coup, c'était parfait, quoi. Mon projet professionnel, il était rodé, c'était tout collait, je savais où j'allais, quoi. Mais il y a quelque chose qui est venu perturber ce projet professionnel que j'avais pourtant bien réfléchi et qu'on m'avait bien demandé de bien construire. C'est que j'ai appris par voie d'affichage à un moment que Polytechnique, en 3e année de licence, que Polytechnique proposait un concours spécifique pour les personnes issues de l'université. Donc il y avait des places réservées. Mon année, il y en avait 10. Ça a un peu augmenté ces derniers temps. Et surtout, oui, Polytechnique, Orsay proposait une espèce de petite préparation à ce concours. Donc c'était nous faire passer quelques euros pour voir ce que c'est que l'oral et puis pour comprendre un petit peu... parce qu'à la fac, on ne fait jamais d'oral, on fait que de l'écrit, et du coup, c'était un petit peu se former à ça. Et en fait, moi, j'avais mon projet professionnel de tracé. Polytechnique, je ne savais pas trop ce que c'était, à part qu'il défilait sur les Champs-Élysées le 14 juillet, et que c'était un truc très prestigieux, mais je ne savais pas trop ce qu'on y faisait à l'intérieur. Mais par contre, l'idée de me préparer à l'oral et d'avoir des cours un petit peu comme ça pour essayer de se former un peu à l'oral, parce que c'est pas trop mon truc, voilà, ça m'intéressait. Et en fait, je me suis inscrite à la préparation plus pour la préparation que pour le concours. Mais le deal, c'était de passer le concours à la sortie, donc j'y suis allée hyper détendue. Pour quelqu'un de pas à l'aise à l'oral, je n'avais rien à faire, donc du coup j'étais hyper cool, et du coup je l'ai eu. Et je pense que si j'avais vraiment voulu l'avoir, j'aurais été hyper stressée et j'aurais foiré complètement. Voilà. Et donc là, ouais, tout d'un coup, on reçoit le papier, donc je suis admise à l'école Polytechnique. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père, je dis, bah écoute, je t'avais pas dit, mais en fait, j'ai passé le concours pour rentrer à Polytechnique et j'ai été reçue. Il me dit, ah,
ma fille va devenir militaire. Et en fait, ouais, je viens d'une famille plutôt anti-élitiste et anti-militariste. Du coup, c'était pas c'était pas un choix qui était hyper en accord avec les valeurs de la famille, on va dire. Et puis, moi, j'avais fait partie du mouvement lycéen dès ma classe de seconde. Et donc, le premier, c'était sur la loi Fillon, égalité des chances, quand il était ministre de l'Éducation. Comme quoi, c'est des sujets que j'ai dans la tête depuis longtemps. Et en fait, on s'est confronté très vite aux premières charges de CRS. Donc, j'ai vu des représentants de l'ordre, des gens qu'on nous dit qui sont censés nous protéger, frapper des gens que je connaissais et que je savais complètement inoffensifs, dont des trucs complètement abusifs. Et puis, autour de moi, j'entendais parler de contrôle aux faciès, de violences policières, etc. Et forcément, on se construit avec un rapport aux forces de l'ordre qui est pas évident, et se dire on va signer pour faire partie de ce truc-là, c'était pas quelque chose d'hyper évident, donc ça m'a pas mal travaillé. Et puis, en plus, je voulais être chercheuse en maths, je voulais pas du tout être ingénieure. Alors on m'a dit, t'inquiète pas Lola, au Polytechnique, ça forme à tout. En fait, ingénieur, alors ça dépend un peu des spécialités, mais ingénieur, c'est plus un label, un titre sur un CV que des compétences particulières. Vous pouvez avoir les mêmes compétences en faisant la fac, mais juste là, vous avez le label, vous avez été sélectionné pour ça, donc du coup, vous avez un cerveau validé par l'école d'ingénieur. Ça ne dit pas du tout qu'on n'apprend rien, hein, ça veut juste dire qu'on peut apprendre tellement de choses que le mot ingénieur ne signifie pas des compétences particulières. Et donc moi j'avais une amie qui était en thèse en maths à Orsay, qui m'avait pas mal aidée parce qu'elle venait d'un milieu qui la prédestinait pas du tout à faire des maths, et donc je me reconnaissais un petit peu dans ses difficultés et son parcours. Et elle m'a dit, bah écoute Lola, si tu veux pas aller à Polytechnique, n'y va pas. Et j'avais dit, bah oui, ok, bah elle a raison, j'y vais pas, et puis c'est tout. Puis elle est allée voir ma responsable de licence, qui, elle a dit, mais ça va pas du tout. Lola, elle travaille pour payer ses études, là-bas, elle sera payée 800 € par mois, et puis quand elle cherchera un financement de thèse, ce sera vachement plus facile, voilà. Non, vraiment, ça se refuse pas, quoi. Du coup, ma pote, elle est revenue me voir, elle m'a dit, en fait, Lola, ça se refuse pas. J'y suis allée. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, on m'a dit, tu auras une meilleure formation là-bas. On m'a dit, tu auras beaucoup plus de moyens pour faire tes études. Tu auras un meilleur financement de thèse, tu seras rémunéré en tant qu'étudiant, juste pour faire tes études. Et puis, même en dehors de ça, ça se vérifie. Quand vous rentrez dans l'école et que vous avez passé 3 ans à Orsay, l'état des bâtiments, t'as pas l'impression de rentrer dans une usine désaffectée quand tu rentres en cours. T'as du chauffage, en hiver, t'as pas besoin de ramener ta couette en amphi, c'est quand même un certain confort qu'on n'imagine plus, mais voilà. L'état du matériel est neuf, on a une piscine sur le campus. Si jamais on a un projet associatif, comme toutes les entreprises veulent recruter des polytechniciens, et ben en fait, il y a ce qu'on appelle des amphi-retapes, c'est des amphis où on fait venir une entreprise, une association organise le fait qu'une entreprise vienne se présenter en amphi, et l'entreprise reverse 2 000 € à l'association juste pour se présenter et avoir accès au campus. Donc il y a des sous qui tombent un peu du ciel comme ça partout. C'est génial, hein, en vrai, d'être financé. C'est vraiment très concret, quoi. Tout ça pour dire que déjà j'ai pas suivi mon projet professionnel qu'on m'avait fait construire assez rapidement, et que finalement ce qui a fait que j'en suis arrivée là, c'est plus le hasard des rencontres, et c'est pas du tout une volonté définie à la base et un travail acharné. Enfin, j'ai travaillé, mais c'est pas j'ai pas travaillé pour ce but-là, et c'est plus le hasard des rencontres qui m'a fait arriver ici. Alors tout ce que je vous raconte là, le fait qu'on n'ait pas l'ambition d'aller quelque part ou qu'on ne s'imagine pas réussir, etc., dans le jargon institutionnel, on appelle ça l'autocensure.
Alors, l'autocensure, c'est... parce qu'en vrai, aujourd'hui, personne dit que la méritocratie, en France, ça fonctionne. Tout le monde dit, ah non, mais en vrai, le problème, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure des gens qui n'osent pas aller passer le concours, qui n'osent pas se présenter et avoir des ambitions. Donc du coup, il y a tout un tas de programmes d'égalité des chances qui sont mis en place, des programmes d'égalité des chances où c'est des gens des grandes écoles qui vont venir parler à des lycéens de milieu populaire pour leur dire ne vous auto-censurez pas, venez. Alors, c'est pratique l'autocensure parce que ça dit que c'est toi qui te censures tout seul, quoi. Genre comme si c'était pas tous les gens qui t'avaient censuré pendant toute ta scolarité. Là, c'est l'individu tout seul, et puis il y a le bon samaritain qui arrive un jour et qui te dit mais non, t'inquiète, viens. Enfin bon, voilà. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc c'est que sur l'autocensure quasiment que les programmes d'égalité des chances agissent, alors qu'on a encore toute cette partie du tableau à remplir, qui est une partie que les programmes d'égalité des chances ne regardent pas du tout. Et donc on va commencer à s'intéresser au système de sélection et à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et là, bah, c'est un petit peu le début du problème. J'ai pas mis l'eau à côté. Alors l'arrivée à Polytechnique, c'est un petit peu la découverte d'un nouveau monde. Déjà, on commence par faire ce qu'ils appellent une formation militaire initiale, donc c'est 1 mois d'armée pour toute la promotion. Après, on a ce qu'on appelle un stage de formation humaine. La plupart partent dans l'armée, mais il y en a certains comme moi qui arrivent à le faire dans le civil. Et donc on arrive, on est accueillis notamment par des militaires qui nous disent « Ouais, vous sortez de prépa, vous sortez des jupons de votre mère, nous ici on va faire de vous de vrais hommes. » Cool. Ah, j'étais contente. En fait, c'était bizarre parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient nous réapprendre la vie comme si on ne connaissait rien du tout, alors que en fait, moi, ça faisait 3 ans que j'habitais plus chez mes parents, que j'étais autonome, et qu'en plus, moi, ce qui m'avait fait beaucoup grandir, c'était justement d'apprendre l'autonomie, d'apprendre à se débrouiller tout seul. Et là, j'avais l'impression que c'était un petit peu tout l'inverse qu'on nous apprenait, parce que pendant ce premier mois, bah, on était tous en uniforme, donc on nous disait comment nous habiller. On nous expliquait comment cirer nos chaussures, c'est important. On nous disait en combien de temps on doit prendre notre douche. Nos journées, elles étaient organisées à la minute près, et des fois, on ne savait même pas ce qu'on allait faire, mais juste on attendait les ordres que le chef nous dise qu'est-ce qu'on fait. On nous explique comment ranger notre chambre, même une fois sur le campus, une fois que cette partie est terminée. Moi, il y avait mon chef de section, il passait tous les ans pour vérifier que notre chambre était bien rangée. On appelle ça des revues de caserne dans l'armée. On m'a expliqué comment ranger mon placard aussi. Et puis, comme on a tous le même salaire, en tout cas pour les étudiants étrangers, et qu'on a tous comme on a tous le même loyer, nos demandes d'APL sont faites de manière groupée. Par le bureau logement. Et je sais pas, mais moi, faire mes démarches administratives, envoyer des courriers à la CAF, c'est quelque chose qui m'a fait vachement grandir. Enfin, je trouve que c'est hyper formateur, surtout quand il y a des problèmes, de se confronter à tout ça, quoi. Donc du coup, je comprenais pas trop l'idée on va vous apprendre la vie, alors que pour moi, on faisait tout à notre place. Pour vous dire la place de l'armée, pourquoi il y a l'armée dans cette école, bah, c'est ce que l'école dit, c'est que c'est une école qui doit nous former de futurs cadres, de futurs managers, et donc du coup on a besoin de nous former au management, on a besoin de nous former à ce qu'ils appellent la formation humaine et militaire, donc c'est le côté humain qui nous est apporté par l'armée. Et déjà ça fait sourire en général à ce moment-là. Et donc c'est une idée quand même du management qui est l'obéissance totale à la hiérarchie. Parce que c'est ça l'armée, concrètement, l'organisation militaire. Donc c'est quand même une vision que certains défendent, mais qui n'est pas du tout neutre et qui présente un projet politique quand même assez particulier. Alors à l'armée, on nous apprend le garde à vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la posture pour recevoir les ordres. Alors avec le micro, ça va être peut-être un peu compliqué, mais il y a le chef de section qui dit à mon commandement, garde à vous. On se fait tous comme ça.
Au début, pendant la formation militaire initiale, il y a plein de militaires qui se foutent de notre gueule parce que comme il fait chaud, alors il fait chaud, on est en uniforme qui tienne chaud en plus, comme on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on s'est fait bisuter et donc on est fatigué, et qu'il y en a quand ils font ça, ils oublient de respirer et ils sont stressés, et ben du coup il y en a qui tombent dans les pommes, et du coup on a dans les formations comme ça où il y a un petit groupe, il y a des gens qui tombent et du coup ça les fait trop marrer et tout ça. C'est hyper dangereux, garde à vous, hein, c'est des gens qui sont... Attendre les ordres comme ça c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive dans un endroit où c'est un énorme changement dans ma vie, c'est un énorme changement de milieu, quoi. Et quand on arrive, on a beaucoup de discours. Ça, je sais que c'est assez commun en école d'ingénieur. On a beaucoup de discours sur l'intégration, sur le fait que c'est important de s'intégrer au groupe, à la promotion, de faire partie d'associations, d'être actif pour la communauté. Alors moi je trouvais ça hyper cool parce que je me disais la solidarité c'est quelque chose que je trouve hyper important, faire des choses dans le groupe, etc. Mais je me suis rendu compte après qu'en fait ce qu'on nous apprend c'est pas la solidarité avec l'extérieur, c'est la solidarité à l'intérieur du groupe, l'intérieur du corps en fait. Le corporatisme est complètement organisé. Parce que déjà, le fait d'avoir un statut social d'ingénieur, en plus d'être polytechnicien, ça nous offre déjà tout un tas de privilèges sur tout un tas de points. Mais en plus, on organise, dans notre réseau, on organise en plus d'autres privilèges qu'on n'avait pas à la base. Notamment, moi je sais que si un jour j'ai un souci financier, je peux aller voir l'association des anciens. Ils ont un fonds pour polytechniciens en détresse. Ça s'appelle pas comme ça, mais voilà, je sais que j'ai une espèce d'assurance vie comme ça, de par mon réseau qui s'est organisé pour organiser voilà, ce réseau, ce corporatisme. Et donc pour s'intégrer, pour former cet esprit de corps, il faut payer. Alors comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a ce qu'on appelle le week-end d'intégration. C'est un week-end où on se retrouve pour faire la fête, pour connaître sa promotion, etc. Alors nous, comme on était en section sportive par bâtiment, moi j'étais en section volley, on avait et le week-end d'intégration promo, et le week-end d'intégration section, et on avait aussi le voyage section. Et tout ça, bien sûr, ça coûte de l'argent. Moi, notamment, mon voyage section, il coûtait 1 000 €. Alors, pourquoi ? Parce que on était en section volley, donc il fallait absolument qu'à notre voyage section, on fasse du beach volley. Sauf que ça se passait à la Toussaint. Donc, il fallait aller le faire en République dominicaine pour avoir les plages et le beach volley. Donc, t'arrives, on te présente ce projet. Alors moi, j'avais encore jamais pris l'avion avant de rentrer dans l'école. Les seuls voyages que j'avais fait, c'est des voyages scolaires en Italie. On était allé en train et je trouvais que j'avais déjà pas mal voyagé parce que tout le monde n'avait pas la chance de faire des voyages scolaires comme ça. Et là, on me dit, écoute, si ça te dit, tu peux payer 1 000 € pour faire un voyage en République dominicaine pour jouer au beach volley. Alors tu sais même pas si tu vas aimer le volley, on l'a jamais fait. Avec des gens, tu les connais pas encore, tu sais pas si tu vas les aimer. Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Et en plus, j'avais pas 1 000 € là, comme ça. On est tous payés 800 € par mois. On a un loyer. Enfin, si on me prévient pas, je les ai pas sous la main comme ça. Donc j'ai demandé aux autres. Je me dis mais on est tous à égalité. On paye tous le même loyer. On a tous le même revenu. Ils m'ont dit demande à tes parents. Logique. Alors moi à cette époque, je gagnais plus que mon père, donc je me voyais mal. Lui demander 1 000 € pour partir en République dominicaine, jouer au beach volley avec des gens que je connaissais pas. Du coup j'ai dit ah non, ça va pas être possible, vous n'avez pas d'autres possibilités. Ils m'ont dit t'as qu'à faire un prêt. Alors il y a des réactions différentes chez certaines personnes, je pense qu'il y a des cultures différentes en fonction de l'éducation, mais moi ma mère elle m'a toujours élevée en me disant tu dépenses que l'argent que t'as, et les prêts c'est éventuellement si tu veux t'acheter ton appart un jour, mais c'est tout. Même ta voiture, t'économises avant, et tu te démerdes, mais tu t'endettes pas parce que c'est une spirale qui est très mauvaise, quoi. Donc du coup, faire un prêt
pour partir en vacances. J'avoue que j'y avais jamais pensé. Et alors après, c'est sûr que les banques, elles sont à nos pieds hein, dans cette école. On a des permanences des banques qui viennent nous voir, qui nous font plein d'offres, parce que c'est bien d'avoir des polytechniciens dans ses clients. C'est des gens qui vont plus tard, théoriquement, gagner de l'argent. Donc on a des prêts à taux zéro très, très facilement. Enfin, on était où ? Ça, je l'ai vu. Tout ça pour dire que je me suis assez vite rendu compte que des choses qui me paraissaient normales à moi ne paraissaient pas normales à tout le monde, et inversement. Le concept que j'ai beaucoup expérimenté à Polytechnique, c'est le concept de norme sociale. Alors la norme sociale, pour faire rapide, c'est un comportement que des individus vont adopter et ils vont tellement l'intégrer que... Quelqu'un qui vient de sortir, excusez-moi, je me reconnais. Ils l'ont tellement intégré que finalement ça va leur paraître normal, ils ne vont plus le voir. Donc par exemple, souvent ça arrive qu'on voit les normes sociales quand on va dans un autre pays par exemple et qu'on voit comment les gens fonctionnent, il y a des choses qui leur paraissent normales, qui ne paraissent pas normales, etc. Donc vous avez des normes sociales qui sont différentes en fonction des groupes, ça peut être l'échelle d'un pays, peut être l'échelle d'une classe sociale, enfin voilà, il y a plein de trucs. Voilà. Pour vous donner un exemple très concret, pour rester sur les voyages, les voyages c'était un sujet de conversation qui revenait énormément, alors que moi, qui n'avais pas beaucoup voyagé avant, c'est quelque chose dont je parlais très peu avant avec mes autres potes ailleurs, quoi. Et donc là, je me retrouvais beaucoup dans des conversations où... Elle écoute attentivement. Je me retrouvais dans des conversations où les gens ils me disaient oui, non mais Madrid c'est surfait, tout le monde y est déjà allé. Alors, finalement, ça donne des conversations où on apprend plein de choses. Parce que moi j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas, mais c'est des conversations où tu écoutes, tu ne participes pas. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde en fait de se retrouver dans une conversation où on connaît pas le sujet, où on apprend, on écoute, on se tait, ça fait du bien aussi. La question c'est combien de fois ça t'arrive dans la journée c'est une question de dosage quoi, combien de fois ça t'arrive et aussi qu'est-ce que ça dit de toi de pas connaître ce dont on parle. Je pense que vous avez compris, le milieu social est plutôt vachement plus élevé à Polytechnique que dans la moyenne nationale. Et le milieu social est plus élevé en général dans les écoles d'ingénieurs. Plus vous montez sur l'échelle de l'élitisme, plus le phénomène est grand, quoi. Ce phénomène-là, ça a été pas mal étudié par un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui s'appelle la reproduction sociale. Ça dit simplement que tu as plus de chances de faire des études prestigieuses si tes parents viennent eux-mêmes d'un milieu social élevé.